nous allons commencer par la question commune à tous les candidats. Quelles seraient vos priorités si, là, dans les 100 jours à venir, si vous êtes élu maire de Paris en termes de transition écologique? Et savez-vous quelle part du budget vous pourriez consacrer à cette transition? D'abord, merci de votre invitation. Très heureux de vous retrouver. La vraie question pour nous, pour moi, de la transformation écologique de notre modèle, c'est son financement. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui font des propositions et des promesses, mais ne sont pas en mesure de les financer. D'abord parce que Paris est une ville endettée à hauteur de 10 milliards d'euros, et le budget qui s'applique cette année, les dépenses de fonctionnement augmentent, mais les dépenses d'investissement baissent. Donc si on n'est pas en mesure d'avoir un plan d'action pour réduire un certain nombre de dépenses de fonctionnement, on ne pourra pas investir sur la transformation écologique. Et mon plan, c'est 4 milliards d'euros d'économies sur 6 ans sur le train de ville, l'hôtel de ville, sur les réformes structurelles, pour permettre d'investir sur la transformation écologique. Et dans ce cas-là, d'investir combien? De l'accélérer. Je veux, par exemple, multiplier par 3 l'aide à la rénovation thermique pour les logements sociaux et par 4 aux copropriétés. Ça, c'est financé grâce à des économies réalisées. Donc la priorité absolue, c'est de dégager de nouvelles marges de manœuvre pour qu'on puisse vraiment transformer notre ville sur le plan écologique, que ce soit, on va en parler, je pense, sur la végétalisation en pleine terre, la rénovation thermique, développer le vélo, la place du piéton, la place des transports en commun, que le bâti soit un bâti rénové aussi, je pense au bâti municipal, les équipements publics municipaux, on a beaucoup de retard et beaucoup de passoires énergétiques. Alors justement, sur la question de la rénovation des bâtiments, je crois que vous voulez passer de 4 000 à 12 000 rénovations dans le logement social par an. Emmanuel Grégoire, tout à l'heure, nous a expliqué que 4 000, c'était déjà un résultat spectaculaire, étant donné la complexité. Donc vous allez nous dire comment vous pensez tripler en fait ce chiffre. Et puis, concernant les copropriétés privées, comment est-ce que vous comptez les embarquer? Et notamment, vous avez identifié, je crois, 2000 hectares qui pourraient être couverts en photovoltaïque. Mais comme vous le savez certainement, il y a beaucoup de freins à ce type d'opération dans Paris du fait on va dire la réticence, pour rester, des architectes des bâtiments de France. Enfin voilà, tout ça au-delà de l'argent, comment est-ce que vous entendez faire basculer, enfin oui c'est ça, embarquer tout le monde et générer un vaste mouvement de rénovation? J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais je veux monter un conseil des scientifiques qui n'existe pas aujourd'hui auprès du maire et de son équipe municipale, pour avoir des idées, pour avoir des données, pour avoir des études d'impact, pour mieux évaluer et pour pouvoir vraiment investir. Et j'insiste, c'est le financement qui compte. S'il n'y a pas les marges de manœuvre financières, ça reste des paroles. Donc, comme nous, on a dégagé des marges de manœuvre, on va pouvoir accélérer effectivement la rénovation thermique. Et dans le logement social, c'est possible. En 10 ans, et nous l'avons travaillé avec des experts et des spécialistes, nous pouvons rénover l'ensemble du parc social de la ville. C'est bon pour notre planète, c'est bon pour le pouvoir d'achat des personnes modestes qui vivent dans le logement social pour baisser les factures énergétiques. C'est une priorité simplement de financement et de dégager des marges de manœuvre. C'est tout à fait possible. On a un enjeu évidemment de formation et d'accompagnement, et ça aussi on l'a pris en compte. Il y a les copropriétés les plus modestes, et ça c'est l'urgence de l'investissement, car aujourd'hui, 18 000 logements vont sortir d'ici 2028 du marché, si on n'accélère pas l'investissement en matière de rénovation thermique. Les passoires thermiques, vous voulez dire? Exactement, notamment qui sont diagnostiqués G et F. Oui. Ça va arriver. Donc on a besoin d'accélérer immédiatement l'aide aux copropriétaires pour faire en sorte que ces logements restent sur le marché. C'est bien pour les propriétaires pour avoir un loyer, c'est bien pour les locataires pour vivre à Paris, et puis c'est bien pour leur pouvoir d'achat pour baisser la facture énergétique là aussi, et c'est bien pour notre planète. Donc, la transformation écologique, c'est d'abord une stratégie d'investissement. Vous avez chiffré ça, en particulier l'enveloppe rénovation? 900 millions d'euros sur la mandature, pour les copropriétés modestes. Modestes. Oui, tout à fait, 900 millions d'euros. Alors, on a beaucoup parlé, évidemment, pour Paris, des mobilités douces, de la place du vélo, de la place du piéton, de la place en baisse de la voiture. Quelle est votre politique à vous? Bon, l'idée, c'est de sortir la voiture extérieure, c'est-à-dire les franciliens qui sont obligés de prendre leur voiture tous les matins parce qu'ils n'ont pas de transport en commun, et de leur trouver des solutions. Et donc nous sommes prêts à financer avec la région 30 000 places de parking relais pour permettre à des franciliens de pouvoir laisser leur voiture aux grandes gares franciliennes et notamment les nouvelles gares du Grand Paris Express pour décongestionner Paris de la voiture extérieure, moins de thrombose, moins de pollution, moins de bruit avec des solutions.
Avec le Grand Paris Express qui va émerger, beaucoup de franciliens seront beaucoup plus vite dans Paris en transport en commun. Ils seront gagnants et nous, on sera gagnants pour recréer de la fluidité. On a besoin de recréer de la fluidité. Est-ce que ces parkings sont payants ou est-ce qu'ils sont gratuits? Non, c'est pour ça qu'il faut investir et qu'on a dégagé des marges de manœuvre. Et ça se fera avec des partenaires, dont la région, qui depuis longtemps y est favorable. Ah. Parce que c'est le seul moyen de donner envie de le faire. Ensuite, ça la priorité... existe et c'est payant aujourd'hui. Hein. Oui, mais nous voulons justement que ça soit sécurisé et gratuit, un investissement public, parce que c'est un sujet majeur pour réduire la place de la voiture à Paris en trouvant des solutions. Parce que sinon, les gens, s'ils n'ont pas de solution, vont toujours jusqu'au bout, même avec beaucoup de temps dans la voiture. Et c'est ça qui crée la thrombose, et c'est ça qui crée beaucoup de pollution, de bruit et de stress dans la ville. Et c'est une ville où il y a beaucoup de tensions, et l'idée, c'est de l'apaiser. Priorité absolue sur le bus. La ville de Paris investit 450 millions d'euros par an à Île-de-France Mobilité. Je veux des résultats comme maire. Et je veux qu'il y ait plus de bus. Le bus est le mode de transport le plus agréable. Mais il faut attendre 25 minutes, parfois 35. Sur certaines lignes, c'est pas possible. Comment font les personnes âgées? Comment font les personnes qui connaissent un handicap? Comment font les personnes qui ont des poussettes avec des familles? Le bus doit devenir une véritable alternative à la voiture. Et pour que le bus devienne une véritable alternative à la voiture, il faut plus de bus, plus de régularité, 100% accessible donc, le bus 100% propre, et on va décongestionner les couloirs par la multiplication par 2 des places de livraison à Paris, et faire les feux intelligents grâce à l'innovation pour donner la priorité au bus au carrefour stratégique de Paris. Aujourd'hui, ça c'est du ressort de la région. Oui. Donc vous avez rappelé que l'investissement pour Paris c'était 450 millions par an, mais qu'est-ce que vous proposez pour mettre la région de votre côté et que la région soit d'accord en fait? C'est un rapport de force, et le rapport de force c'est le financement. Quand on paye et quand on donne 450 millions d'euros, eh ben on a des exigences. Et aujourd'hui, je considère que la région n'est pas un ennemi, que la région doit être un partenaire, qu'il faut savoir travailler avec la région et demander en contrepartie de l'investissement de la ville de Paris à la région des bus dans les couloirs. Et on aura la légitimité démocratique et on aura le moyen de pression sur le plan financier. Et c'est une demande des Parisiennes et des Parisiens que d'avoir plus de bus. Je veux créer même 3 nouvelles lignes de bus express à Paris pour aller du nord au sud directement, d'est en ouest le long de la Seine, et une 3e ligne de bus express reliant les gares entre elles, pour décongestionner aussi Paris et trouver des solutions pour les gens qui ont besoin d'aller rapidement d'un point à l'autre de Paris. Est-ce que vous supprimez les doubles bus, comme un candidat l'a évoqué précédemment? Il faut progressivement, oui, les supprimer d'un coup, non, mais c'est vrai qu'il faut sortir de cette logique-là pour développer des bus plus courts, si j'ose dire, mais surtout qu'il y ait de la régularité, beaucoup plus de bus dans les couloirs, et on va développer aussi des navettes par quartier qui souvent sont assez utiles pour aller d'un point à un autre pour des personnes qui ont des difficultés de mobilité. Ça me paraît vraiment fondamental. Il faut développer le vélo, puisque la question a été posée. Il y a un gros travail à faire sur les nids de poules. Il y a trop de nids de poules, donc il y a beaucoup d'accidents pour les piétons. Voilà, et une pour les pensée cyclistes. pour notre ami Thomas Soto qui a eu un accident assez grave à cause d'un nid de poule. Il n'est pas le seul, malheureusement. Donc on a besoin d'améliorer notre voirie. On va réaménager, on a vu ça avec les associations vélo, 200 carrefours qui sont dangereux, anxiogènes, à la fois pour les cyclistes et pour les piétons, pour avoir un aménagement plus respectueux de leur déplacement. On va continuer à développer le vélo. Il faut réfléchir au développement du vélo à l'échelle aussi du Grand Paris pour avoir des continuités géographiques entre Paris et la banlieue, puisqu'on fait du vélo pas que à Paris intramuros, et ça doit se développer avec un plan cohérent. Il faut faire de l'éducation au savoir rouler pour amener beaucoup plus de civisme. Je voudrais que dans toutes les écoles et les collèges, puisque Paris a une compétence sur les écoles et les collèges, on puisse former la jeune génération aux gestes qui permettent d'être civique quand on utilise un vélo. Et grâce aux associations pro-vélo, on peut aussi former toutes les générations dans les quartiers afin d'avoir des comportements plus civiques. Sinon, je n'hésiterai pas comme maire à sanctionner les incivilités. Ça, vous n'êtes pas le seul. On a vu plusieurs candidats qui sont prêts également à ça. Je voulais savoir si vous aviez des projets particuliers pour des sites emblématiques comme la rue de Rivoli et les voies sur berge. Et le périphérique. Et le périphérique, en effet. Périphérique, dans les économies que nous avons réalisées, une part va aller au désendettement et une part va aller à l'investissement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur la rénovation thermique. Et nous avons, grâce à ces économies, prévu 5 km de plus de couverture de périphérique sur la mandature, notamment Saint-Cloud, Port de Saint-Cloud, Port des Lilas, Port de la Chapelle, Port d'Aubervilliers, pour créer de la continuité géographique, apaiser, lutter contre le bruit et avoir des aménagements, notamment verts. Le bruit, c'est un de vos
C'est un de mes dadas, oui. Voilà. Le bruit, c'est la deuxième cause de morbidité en Europe et dans nos métropoles, singulièrement à Paris et dans le Grand Paris après la pollution atmosphérique. On l'ignore, mais toutes les études scientifiques démontrent que ça a des causes importantes, le trouble du sommeil, la dépression, les maladies cardiovasculaires, le développement du diabète, et on n'a pas suffisamment pris en compte la question du bruit. Donc là-dessus, on veut agir sur les sirènes. Il y a trop d'abus sur les usages de sirènes. Bien sûr, l'urgence, évidemment, c'est la priorité absolue, mais on utilise parfois des sirènes alors qu'il n'y a pas d'urgence. Beaucoup d'administration, j'allais dire même de ministres. Alors je veux bien quand on est ministre de l'Intérieur ou de la Défense nationale d'avoir des priorités, mais pardon, quand on est secrétaire d'État à tel ou tel, je ne vais pas citer, il n'y a pas besoin de sirène pour aller plus vite à son rendez-vous. Paris a besoin d'être apaisé. Il y a le déroux motorisé thermique qui pose problème. Un seul motorisé thermique peut réveiller jusqu'à 10 000 Parisiens le soir. Donc nous, on s'est dit, on va faire une prime à la conversion vers l'électrique pour qu'il y ait moins de bruit. Et puis il y a la monoactivité bistrotière, qui est un autre sujet, mais qui est un sujet important. C'est important la vie, c'est important de sortir, c'est important de faire la fête, mais c'est important de respecter les riverains. Et je pense que là aussi, il y a une réflexion à mener pour avoir moins de monoactivité bistrotière. C'est pas un ou deux bistrots qui posent un problème, c'est quand il y en a 10 de manière continue dans des quartiers où les habitants ne peuvent plus dormir. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour ces rues-là? Parce que Alors, la rue Oberkamp, vous allez fermer un bistrot sur Ah deux? non, on va pas faire ça malheureusement, ou heureusement pour eux, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand il y a des changements de baux commerciaux, on peut plutôt aller vers l'incitation à avoir une diversité commerciale et aller vers d'autres types de commerces. On peut aider à l'insonorisation aussi, à l'isolation phonique. Ça peut se faire en même temps que la rénovation énergétique? Oui, tout à fait, pour qu'on puisse avoir des établissements mieux insonorisés. On peut aider aussi ces établissements, notamment avec des capteurs qui mesurent le son, le bruit effectué en direct. Pour les commerçants civiques, eh bien, ils peuvent agir. Et puis, pour ceux qui seront moins inciviques, la police municipale saura qu'ils ont dépassé les normes autorisées et elle pourra les sanctionner, car il y aura une brigade spécialisée de la police municipale contre le bruit afin d'apaiser les problèmes des riverains. La mairie sortante a obtenu des résultats en termes d'émissions, de baisse d'émissions de gaz, 25% en 15-20 ans, avec un objectif de 50%. Est-ce que vous prenez cet objectif? Oui. Est-ce que vous comptez y arriver et d'ici quel délai? C'est très important parce qu'on a dit le bruit, c'est la deuxième cause de morbidité, mais la première, c'est la pollution atmosphérique. Alors vous parlez de pollution atmosphérique, Valérie parlait de gaz à effet de serre, donc c'est pas tout à fait. Mais l'idée, il y a une corrélation entre les deux. Oui, il y a une corrélation. L'idée, c'est la décarbonation. C'est d'avoir moins de véhicules polluants, moins de deux roues motorisées thermiques, plus de piétons, plus de vélos, plus de transports en commun. Il y a la rénovation thermique sur les sujets plus larges. La végétalisation en pleine terre. On veut végétaliser plus de trottoirs, plus de placettes. On a fait ces études. Les maréchaux. On peut pas végétaliser tous les maréchaux, mais une bonne partie des maréchaux. On veut faire de la petite ceinture le vrai premier espace vert de Paris, avec une vraie continuité géographique. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui à Paris pour lutter contre ces îlots de chaleur. Donc pour ça, il faut de l'investissement. Ça me fait penser qu'on m'avait posé la question sur l'aménagement des voies sur berge. Je crois que j'étais le seul élu de l'opposition municipale du temps de Bertrand Delanoë à ne pas m'opposer à l'aménagement des voies sur berge à l'époque de la rive gauche, parce que je pense que la reconquête du fleuve, c'est important. Je pense que les voies sur berge, c'est pas fait pour que des voitures y circulent. Il vaut mieux trouver d'autres solutions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai d'ailleurs un plan d'embellissement des voies sur berge, de végétalisation des voies sur berge pour faire plus de verre et d'avoir plus d'activités ludiques, culturelles et même un petit parc canin pour libérer nos chiens et leur permettre de pouvoir s'épanouir aussi dans la ville. Alors vous parlez des chiens et parlons des déjections. On n'en a pas parlé encore, qui sont un vrai problème à Paris. Voilà. Oui. Alors là aussi, c'est le civisme d'abord. Donc, quand on a un chien, je le dis aux propriétaires de chiens, il faut évidemment ramasser. Et il faut qu'il y ait évidemment à disposition de l'ensemble des Parisiens la possibilité d'avoir les sacs dans l'espace public, dans les équipements de la ville de Paris. Puis soi-même, on peut aussi en acheter. Et puis là aussi, on aura beaucoup plus de bleus dans les rues, parce que je souhaite avoir une vraie police municipale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans les rues de Paris, qui fera à la fois de la répression et de la prévention, à l'écoute des gardiens d'immeubles, à l'écoute des commerçants, des associations et des citoyens pour éveiller, éduquer aux gestes citoyens, éco-citoyens, mais aussi sanctionner quand il y a des abus, parce qu'il y a trop d'abus, et l'incivisme pose des problèmes sur les questions d'environnement. Donc c'est pas là-dessus que vous voulez diminuer les coûts de fonctionnement, sur la
sur la police? Non, parce que les attentes en matière de sécurité et de tranquillité sont légitimement importantes. Par exemple, on a besoin d'investir, donc c'est vrai que moi je souhaite tripler en une mandature le nombre de policiers municipaux, parce que je veux en mettre chaque soir dans les rames de métro, car je ne fais pas un déplacement dans un quartier de Paris sans que les Parisiennes notamment se plaignent des agressions le soir. 90% des Parisiennes disent avoir été victimes au moins une fois d'une agression sexuelle dans les transports. Maire de Paris, je ne peux pas l'accepter, donc j'essaie de construire des solutions. La solution, c'est d'avoir du bleu aussi dans nos métros pour être dissuasif, mais aussi réactif quand il y a un problème, pour ne pas laisser impunis les agressions sexuelles. Là, on s'éloigne de nos sujets sur la transition écologique. Revenons-y, puisqu'on était sur le traitement des déchets. Est-ce que là, vous avez en vue une politique particulière? Oui, il faut que... Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Paris est sale? Paris n'est pas très propre, en tout cas. Paris est une ville sale et salie. Donc il y a un problème de civisme là aussi. Donc il y a une vraie éducation à faire pour le respect de l'environnement. Donc là aussi, on a un peu un plan, un peu sur le modèle de l'éducation au savoir rouler, qui passera aussi par les écoles et par les associations dans le quartier. Il faut sanctionner aussi les incivilités, parce que ça fonctionne. Avec là aussi, la police municipale aura une brigade spécialisée pour mener des enquêtes très précises sur les citoyens, les entreprises les plus inciviques, et les sanctionner. Et je mettrai en place aussi des travaux d'intérêt général. Tu salis, tu nettoies, comme une peine de réparation à la faute commise. Ça nous rappelle quelque chose, Oui. ça. Oui, je l'ai porté en 2019, déjà dans le débat public municipal, et c'est Gabriel Attal comme Premier ministre en 2024 qui l'a... Tu casses, tu répares. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Ça fonctionne bien parce que les travaux d'intérêt général, les études démontrent que lorsqu'ils sont appliqués, ça lutte massivement contre la récidive. Et le ramassage des déchets devient privé ou reste Oui. public? Privé. Majorité. Privé. Pourquoi? Parce que les rapports de la Chambre régionale des comptes démontrent que lorsque le privé le fait, c'est mieux fait et ça coûte en plus moins cher aux contribuables. Quand on regarde les villes en Europe, et notamment, je suis issu du centre droit, donc je vais citer des villes plutôt de centre gauche, comme Londres, comme Amsterdam, qui est même une ville écologiste, ou comme Stockholm, on a fait appel au privé pour chercher l'efficacité du ramassage. La question, c'est aussi le tri, c'est la formation des copropriétés, c'est la question aussi de la place des associations qui font un travail important dans les quartiers pour qu'elles puissent aussi former les citoyens et que la ville de Paris soit exemplaire aussi dans ses écoles, aussi dans ses cantines. Concrètement, vous voulez quoi? Soutenir ces associations, faire en sorte qu'il y en ait plus, leur donner plus de moyens? Leur donner les moyens aussi de former, d'éduquer, d'éveiller et d'apprendre les gestes qui nous permettent de trier davantage et de recycler. Je veux aussi m'appuyer sur l'innovation, car l'innovation, ça marche et on fait pas mal de choses et à Paris, on a un peu de retard. Aujourd'hui, il existe des robots intelligents qui font le tri systématique des emballages et des papiers. Je veux mettre ça en place aussi à Paris. Ça coûte super cher, ça, je pense. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire des économies. Depuis le départ, je le dis, ceux qui n'ont pas prévu de mesures d'économie, j'en propose 4 milliards d'euros sur une mandature et je propose 3 milliards de rentrées dans les caisses en plus de la ville de Paris, car je veux vendre 20 000 logements qui appartiennent à la ville de Paris et qui sont en dehors du territoire parisien. C'était la politique des années 70 et 80, qui est une politique surannée. On va vendre ces logements. Ça va nous rapporter au moins 3 milliards d'euros qui vont nous être utiles pour désendetter Paris et surtout pour investir pour la qualité de vie des Parisiens, pour la transformation écologique, car il n'y aura pas de transformation écologique avec un budget comme celui de cette année qui voit les dépenses d'investissement baisser alors que les dépenses de fonctionnement augmentent. Il faut financer la transformation écologique. Bien sûr, la ville, mais en partenariat avec d'autres collectivités, avec l'État et avec aussi des partenaires, parce qu'on aura besoin aussi de faire appel aux partenaires privés. Ça veut dire que vous réduisez aussi le nombre d'agents municipaux? Oui, dans la technostructure. À la ville de Paris, vous savez, vous avez 22 directions et 42 directeurs. On a multiplié ces dernières années le nombre de strates et de sous-directions. On a une bureaucratie trop importante et ça fait des années d'ailleurs que les rapports de la Chambre régionale des comptes le disent. Et maintenant, il faut appliquer. Et donc, nous ne remplacerons pas tous les fonctionnaires dans la bureaucratie qui partiront à la retraite et nous encouragerons plutôt le recrutement des puéricultrices, des policiers municipaux, de toutes celles et tous ceux qui, sur le terrain, exercent une mission de service public importante à destination des Parisiens. Et je leur donnerai la priorité d'accès au logement de la ville de Paris, parce que les travailleurs essentiels de Paris, ils vivent à 1h30 de Paris, ils font 3 heures de transport par jour. Et c'est aussi une question écologique que de loger ces travailleurs essentiels, parce que vivre près de lieux où on travaille, c'est un progrès et c'est source aussi d'économie d'énergie. Allez, soyons bons joueurs. Est-ce qu'il y a
une proposition chez l'un de vos adversaires que vous auriez aimé trouver vous-même? C'est une très bonne question. Sûrement. Je n'ai pas assez regardé en détail, je n'ai pas réfléchi, mais moi je ne suis pas du tout sectaire. Je suis sûr que chez tout candidat, il y a une proposition que je pourrais reprendre, parce que comme élu de l'opposition, j'ai déjà voté des projets de la majorité municipale sans aucun problème. Bon, vous regarderez ça de près. Voilà. Conclusion, vous avez 2 minutes 2 minutes de pour conclusion. un sujet que Au vous choix. souhaitez aborder. Au choix et pas forcément en lien avec la transition écologique, s'il y en a que vous estimez On plus en a important. pas mal parlé. Écoutez, ce que je pourrais vous dire en conclusion, c'est que la démocratie, ça nécessite la pluralité des candidatures. Il n'existe pas de candidature unique. Et que après 25 ans d'une même équipe, l'alternance peut être saine. Parce que l'alternance, c'est aussi une nouvelle vision, de nouveaux projets, une nouvelle méthode de travail, une nouvelle méthode de gouvernance, de nouvelles équipes, et je pense que ce temps est venu. Mais il y a changement et changement. Et mon changement n'est pas un retour en arrière, n'est pas une régression pour Paris, c'est pas le retour avant 2001, c'est pas la démolition, c'est la préparation de l'avenir, avec une vision nouvelle de la ville, avec des projets financés pour la transformation écologique, pour la qualité de vie, et je pense que c'est absolument décisif. Je mettrai l'efficacité, parce que je suis élu de Paris depuis 18 ans, que je connais bien Paris, la diversité des quartiers, je connais bien les Parisiennes et les Parisiens dans leur diversité, j'ai une équipe solide, plurielle, des femmes et des hommes venus de la gauche comme de la droite m'ont rejoint, au service de Paris, au service de notre projet, qui est le plus abouti parce que c'est le plus financé, et que ce changement-là, il peut être réussi si les Parisiennes et les Parisiens se mobilisent, parce qu'au fond, ils souhaitent un changement, et que leur changement qui leur est présenté aujourd'hui ne leur convient pas, et que nous voulons apparaître comme la solution pour le réussir. C'est Merci celui beaucoup. qui prépare l'avenir et pas celui qui revient en arrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Bernazet.